Salut Gemma. Coucou. Merci de m'accueillir chez toi, chez vous. Avec plaisir. Je suis ravie de te recevoir. Ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai appris il y a quelque temps que tu étais auditrice de ce podcast. Oui. Et il faut savoir qu'on partage un bout de passé chrétien commun parce que je suis arrivée, moi j'ai déménagé à Versailles à l'entrée au lycée. Et je suis allée dans l'église anglicane de Versailles où on a été ensemble pendant les 3 ans de mon lycée, en tout cas pour ma part. Et donc, je trouve ça hyper intéressant de discuter ensemble, déjà de reprendre contact, parce qu'en fait, on ne s'est pas parlé depuis un paquet d'années. Oui. Et aussi d'avoir ton parcours, aussi dans cette idée de se dire... on a un bout commun chrétien à un moment vraiment de construction aussi de nos identités. Ça peut être le début des relations amoureuses, potentiellement de l'entrée en sexualité. Enfin, c'est quand même des années assez intéressantes. Bon, toi, tu as 1 an de plus que moi, donc voilà, tu avais un peu le même âge à ce moment-là. Et je trouve ça intéressant de voir quelles sont nos trajectoires, enfin voilà, de pouvoir discuter à ça avec toi aussi, revenir sur des souvenirs, enfin voilà. Donc c'est pour ça que je t'ai proposé et tu as accepté, donc merci beaucoup. Donc sans plus attendre, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités, qui est, est-ce que tu te rappelles d'un premier moment saillant où tu as entendu parler d'amour et de sexualité dans un contexte chrétien ? Alors, pas vraiment. Mais j'ai un moment qui montre que j'en avais clairement entendu parler avant, mais c'était plus une confrontation avec le monde extérieur. J'étais en 6e, à la cantine avec mes copines, et on parlait de nos vies futures, voilà. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai dit moi, le sexe, c'est pas avant le mariage. Et j'ai eu le choc retour de « Quoi ? Tu peux pas faire ça ?» Et aussi mais tu vas jamais trouver quelqu'un. Un peu blessant. Elles se sont excusées depuis. Et bon, elles étaient aussi en 6e. Oui. Donc on peut comprendre. Et c'était vraiment cette confrontation de... Et aussi, mais pourquoi ? Enfin, elles m'ont poussée à essayer de me justifier. Et je sais pas vraiment ce que j'ai dit, mais je n'étais pas vraiment capable. Je savais juste que c'était comme ça. Et je ne savais pas non plus qui me l'avait dit. Ok. Comment je le savais. Okay. Est-ce que je n'ai pas de souvenir que mes parents en aient parlé. Je n'ai pas l'impression qu'on en m'aurait parlé à l'école du dimanche. Mais j'étais consciente que chez nous, c'était comme ça. C'était ça la règle. C'était ça la règle. Du coup, toi, tu es née dans le milieu anglican ou évangélique ? Je suis née dans le milieu évangélique charismatique. Ok. De parents chrétiens. Okay. On est arrivé en France par un appel de Dieu, donc voilà, bien. Oui, parce que tu es anglaise. Parce que oui, je suis d'origine anglaise, avec des parents anglais. On est arrivé en France, voilà, comme ça. Donc j'ai vraiment baigné dans tout ce milieu-là. Et moi, j'ai rejoint l'église anglicane de Versailles via le groupe de jeunes. Ok. J'avais une amie qui était dans le groupe de jeunes, qui m'a dit « Viens, c'est cool !» Je trouvais ça cool, donc voilà. Donc je suis venue dans l'église anglicane. Mais mon héritage chrétien est évangélique. Ouais. Ok. Donc toi, t'es arrivée et du coup, t'as embarqué tes parents avec toi dans l'église anglicane ? Non. Mes parents sont jamais venus à l'église anglicane. Vous alliez dans 2 églises différentes ? Oui, j'ai fait vers 14 ans, je crois. Ouais. Je suis allée à ma propre église. Ok, intéressant. Mais du coup, 6e, tu as ce message-là et oui, tu te rappelles pas qu'on t'ait enseigné ça. Tu sais pas d'où ça vient. Tu as ce premier souvenir-là, mais avant, dans tes églises, tu te rappelles pas qu'on t'en ait parlé, quoi. Après, pendant mes années adolescentes, j'ai des souvenirs qu'on en ait parlé en groupe d'ados. Sans trop insister dessus, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est pas de sexe avant le mariage. Voilà. Okay. Oui, c'est un message qui a continué à être passé sans forcément que ce soit des soirées entières où on discute de ça. Non, rien de hyper lourd. Peut-être quand même avec des conseils de, du coup, si tu veux pas coucher avant le mariage, de mettre en place des choses. Des stratégies. Voilà. Ok. Ouais, mais ça m'a pas non plus. Et puis, c'est un message que moi j'accepte, que j'ai accepté. Je suis genre, ok, on fait comme ça, et qui a continué de choquer les gens encore plus. Bon, mes copines s'y sont habituées. Puis au lycée, on rencontre de nouvelles personnes. Et puis la question des
des garçons se posent un peu plus. Et pareil, quoi ? Mais tu vas jamais trouver quelqu'un ? Du coup, toi, tu le disais toujours clairement et facilement aux gens, ou t'attendais un peu en te disant oh là, en 6e, ça s'est pas très bien passé, peut-être que... Non, je pense que le fait d'être un peu différente, ça te j'aime plaisait. bien. Je comprends. Et le fait de choquer un peu les gens, c'est aussi un moyen intéressant d'entamer des discussions sur ce qu'on croit, la religion, tout ça. Et du coup, moi, ça, j'aimais bien. Et c'est vraiment le truc. Genre, tu dis aux gens, oui, Dieu me parle, on s'en fout un peu. Ou on trouve ça peut-être drôle, mais sans plus. Alors que tu dis, je couche pas avant le mariage. Là, ça crée une réaction. Ouais. Okay. Oui, je pense que j'aimais bien créer des réactions. Mais du coup, mais je comprends parce que j'ai souvent fait ça avec rien à voir, mais avec le véganisme. Genre même en covoiturage, j'étais en mode oui, je suis végane, et ça ouvrait des conversations parce que c'était un sujet sur lequel je me sentais très capable d'être dans de la pédagogie, pas offensée par ce que les gens me disent, et du coup de pouvoir un peu ouvrir les gens à cette question un peu tout à chacun, et que j'aimais bien ce truc de c'est vrai. En plus, c'est ton propre témoignage. T'es pas en train de te dire de tout en l'homme ou je sais pas quoi, mais t'es là en mode moi je fais ça, donc d'un côté c'est pas vraiment attaquable d'une certaine manière, enfin t'es vraiment en mode tu te positionnes dans toi, et en même temps c'est créateur de conversation, donc mais ça veut dire que ce que je vois par là, c'est aussi que ces sujets t'intéressaient, et de foi et de relation, parce qu'en tout cas tu avais envie de commencer des conversations à ce sujet-là. Oui. Alors, pas, en 6e, je pense que je m'étais pas rendu compte que c'était si choquant. Ça t'a pris de court. Je me rendais pas compte que c'était... je savais que tout le monde ne faisait pas ça, mais je me rendais pas compte à quel point c'était un peu niche comme point de vue. Mais plus tard, Et je sais jamais les dates précises de tout ça, mais je sais qu'autour du lycée, je regardais des chaînes YouTube, Sexed... mais je pense en partie parce que moi, j'allais pas pratiquer, a priori, et que c'est... Mais du coup, je voulais en savoir plus. Je voulais, au moins, intellectuellement, être au courant de ce qui se passait, même si j'allais pas l'expérimenter. Mais du coup, tu consommais des contenus non chrétiens, d'éducation sexuelle non chrétiens. Donc, un intérêt spécifique quand même pour le sujet. Mais ce qui... m'étonne pas, parce qu'en fait, quand c'est vraiment... j'en sais rien. Peut-être que je dis un truc qui n'est pas vrai, mais j'ai l'impression que quand on est très ancré dans une envie d'attendre le mariage et tout... en fait, ça amène quand même à s'être beaucoup posé des questions dessus et à avoir un intérêt particulier pour le sujet, quoi. Et que des fois, je me rends compte que... avec des gens avec qui j'ai pas du tout les mêmes opinions, en fait, la force de cet intérêt particulier pour le sujet est par contre le même, quoi. Enfin, c'est drôle d'avoir... voilà. Et du coup, ta vie amoureuse dans tout ça, existe-t-elle ? J'ai toute ma vie un peu eu des crushs sur des garçons, voilà, donc bien comme il faut. Mais j'étais dans des contextes avec beaucoup de non-chrétiens, et du coup, typiquement, c'était pas des chrétiens, et du coup, j'avais jamais d'ambition sérieuse. C'était aussi pas réciproque à chaque fois. J'ai jamais demandé, mais bon, je savais que c'était pas réciproque. Donc, ça arrangeait bien, ils étaient pas chrétiens, donc tu pouvais te dire, c'est pas eux. C'est pas à moi qui ne leur plaît pas, c'est eux qui ne sont pas des bons maris pour moi. Ça me blessait quand même un peu. Ok, je comprends. Surtout quand ils me disaient tu vas jamais trouver quelqu'un parce que tu veux pas coucher avec. Ça fait un petit peu plus mal quand c'est le mec que t'aimes bien. Bref, bon, voilà, c'est dans le passé. Donc ça, tous les crushs pour moi, c'était un peu un hobby, quoi, pas quelque chose de très sérieux. Même si les sentiments étaient réels, mais voilà, je savais que ça n'allait pas impacter ma vie. Jusqu'au moment où j'ai rencontré, où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose entre moi et l'homme qui est maintenant mon mari, le garçon à l'époque, qui est maintenant mon mari. On s'est mis ensemble, j'avais 17 ans, il avait 16 ans, donc jeune. On se connaissait avant, on était amis ou presque amis. Et vous vous êtes rencontrés à l'église, du coup. Et on s'est rencontrés dans le groupe de jeunes. Dans notre église. Oui. Avec un groupe de jeunes qui était grand, mais pas non plus si grand que tu avais 20 000 choix de garçons de ton âge. Moi, je me suis jamais dit... en tout cas, j'ai aucun souvenir d'avoir été dans ce groupe de jeunes et de m'être dit... lui, c'est un mec potentiel pour moi, quoi. Alors même que j'avais aussi plein de
de crush et tout, et qu'à ce moment-là, j'étais pas en train de me dire, oh là, un chrétien ne va pas me convenir parce que je suis trop progressiste. Je crois que genre j'étais là en mode un peu partout où j'allais, j'étais en mode est-ce qu'il y a des mecs qui pourraient me plaire, j'avais très envie d'avoir un petit copain, donc je pense que je me serais posé la question si question pouvait se poser dans ce groupe et qu'il n'y avait pas plein de personnes. Moi clairement l'été où on s'est mis ensemble, il me restait 1 an avant la fin du lycée et je m'étais dit ici il y a personne, enfin voilà. Je vais attendre d'être étudiante, je vais aller dans une église avec plus de jeunes adultes et là, je vais me trouver mon mari. Voilà, parce que je le calculais pas des masses à l'époque. Mais c'était réciproque, voilà. Et puis, il a 1 an de moins, donc pareil, à cet âge-là, voilà. Et puis voilà, on s'est mis ensemble et on a commencé à sortir ensemble. Et du coup, oui, toutes les questions un peu théoriques sont devenues plus concrètes. Pratiques. Et niveau foi, à ce moment-là, c'est long fleuve tranquille. Tu es par toi-même tous les dimanches dans ton église anglicane. Tout va bien. Dans ma foi, sûre de moi, assez sereine. J'ai un peu été confrontée à des gens qui ont bien questionné, bien poussé, des non-chrétiens au lycée qui... au moins un athée bien virulent. Et donc, j'ai l'impression d'avoir questionné ma foi. C'était rien. Mais voilà. Mais assez sûre de moi. Pas très disciplinée pour aller à l'église parce que j'y allais toute seule. Bah oui. Et il faut me motiver toute seule et ça marchait moyen. Donc j'y allais une semaine sur 2 quand même, jusqu'au moment où j'ai eu un petit copain qui était là tous les dimanches et là, bim, t'y allais tous les dimanches. Surtout qu'il faut savoir que du coup, et moi j'aimais beaucoup ça, le groupe de jeunes, c'était en fait comme genre l'école du dimanche, c'était en fait pendant le culte. Genre on partait en même temps que les enfants. Ce qui n'est pas le cas moi j'ai appris, mais seulement des années plus tard, que c'est pas le cas dans toutes les églises. Ah non, mais moi je les plains. C'était pas mon cas avant non plus. Avant j'étais dans une église luthérienne à l'époque en Alsace et j'étais dans un groupe de jeunes qui se réunissaient, je sais pas, un soir par mois ou quoi, je me rappelle plus. Mais le dimanche, effectivement, quand t'étais petit, tu pouvais partir au fond de l'église pour faire des coloriages et avoir les petits enseignements, mais à partir du moment où t'étais au catéchisme ado, de l'âge d'avoir le groupe de jeunes, là, c'est bon, tu restais à l'église, quoi. Voilà. Donc, et là, franchement, je trouvais ça très chouette, surtout que moi, alors, c'est complètement absurde que je sois arrivée dans cette église parce que je parlais absolument pas anglais. C'est vrai. Tu t'en rappelles pas? Alors, je me souviens que tu parlais très peu, mais du coup, moi, j'ai toujours interprété ça comme tu es timide. Ah oui, ce qui n'est pas du tout ma personnalité. En fait. Quoi mais en écoutant le podcast, je me suis dit, elle a pas l'air timide en fait, cette femme. Plein d'a priori sur elle. Complètement faux. Mais dès ton épisode sur Hérétique, je me suis dit, mais en fait, oui, elle parlait pas beaucoup. Ouais. Tu jouais du violoncelle. Oui, j'étais dans le groupe de louange avec ma mère. Voilà, timide et très carré. Ouais. Voilà, c'est ce qui était peut-être un peu le cas. C'est vrai, j'étais une enfant et une ado très studieuse qui n'est pas fait de crise d'adolescence. Enfin, voilà, effectivement, j'avais ça. Mais c'est vrai qu'en fait, ma timidité, c'était une non-connaissance de l'anglais parce que j'étais avant en Alsace dans un collège où on avait très mal appris l'anglais avec de très mauvais profs. Je suis arrivée au lycée. Bon, là, j'avais des très bons profs, mais le niveau, il fallait le rattraper, quoi. Oui. Et puis, mais pourquoi tu parlerais anglais, quoi? Oui. Et juste, on s'est retrouvés dans cette église anglicane parce que, en fait, des églises protestantes un peu actives dans le 78 autour de Versailles. C'était hyper dur, mais on a fait un pèlerinage, en fait. On est allé voir toutes les églises protestantes autour de Versailles. Et je me rappelle une fois m'être retrouvée dans un gymnase où on était assis en rond. Genre en mode tellement on était peu, genre on aurait dit que c'était genre les alcooliques anonymes, sauf qu'on faisait des chants et qu'il y avait un sermon à un moment, quoi. Et du coup on a fini, ma mère était déjà allée à l'église anglicane et elle avait bien aimé, mais elle était là, mais je peux pas emmener ma famille non anglophone. Elle parlait anglais. Parce qu'elle parle couramment, enfin très bien anglais. Oui. Elle est polyglotte. Mais à un moment donné, après avoir fait tout ce tour, on s'est dit, non, mais c'est quand même l'église qui nous plaît le plus, nos familles de musiciens, donc il y avait de la très bonne musique, et ça nous plaisait, ce côté musique très louange, un peu, enfin, il y avait dans la musique ce côté vraiment
charismatique, Hillsong, pas poussé à l'extrême, mais en tout cas, mais plus mais que l'église anglicane où je suis maintenant, on ne chante que des cantiques, hein, donc voilà. Oui. Et un groupe avec de la batterie et des guitares, enfin, tu vois, il y avait, oui, il y avait quand même. Donc, pas mal de ça. on a fini par y aller, et moi, je trouvais ça hyper intéressant, et en réalité, mon niveau d'anglais a énormément progressé grâce à ça, mais du coup, j'étais vraiment en mode, c'était compliqué pour moi, quoi. Donc, c'est vrai peut-être que je le savais quand même que tu parlais pas tellement anglais. Je sais pas. C'est il y a longtemps. On aurait pu faire plus d'efforts pour te parler en français. Hein. Je m'excuse. Vous étiez anglais. Oui, entre nous. Le côté un peu égocentré des ados aussi. Faire un effort pour quelqu'un d'autre. Je pense que ça m'allait pas complètement mal d'être un peu outsider. J'aurais bien aimé mieux parler la langue parce que c'était un peu un frein, mais voilà. Donc, je me rappelle qu'on a passé ces années ensemble, que tu t'es mis en couple avec ce qui allait devenir ton futur mari. Je me rappelle notamment on est allé du coup ensemble à Soul Survivor, ce qui a été un temps fort pour moi de cette. Bon, toi, tu y es allé plusieurs années, mais. Ah oui, j'y suis allée plein de fois, quasiment tous les ans, entre 2007 et 2014, 13, ouais. Du coup, Soul Survivor, pour expliquer, c'était un rassemblement jeunesse en Angleterre. De renouveau charismatique qui était du coup beaucoup plus charismatique que ce qui était notre expérience. Même si c'était à la base créé par des anglicans. Oui, c'est vrai. Mais bien charismatique. Voilà. Donc, où il y avait, on dormait tous sous tente, il y avait un grand chapiteau avec de la louange, des moments où on faisait des études bibliques et des conférences. Voilà. Moi, je me rappelle surtout qu'on m'avait vendu les délicieux donuts, et c'est vrai qu'ils étaient super bons. C'est vrai. Et que j'ai fait une mini crise d'adolescence parce que je suis tombée dans une rivière pendant ce séjour. Mais oui, t'es tombée dans une rivière. Parce qu'on s'était dit qu'on allait faire un raccourci et que j'ai cru qu'on a couru parce que c'était une propriété privée. Et j'ai cru que c'était la route. Et j'ai couru la première parce que j'étais la plus stressée de faire une bêtise, donc je courais le plus vite. Et je suis tombée dans l'eau. Excellent. Après, mes affaires étaient mouillées, on revenait le lendemain. Et j'ai dit à ma mère qui l'entend. Ma mère l'entendra dans cet épisode parce qu'elle écoute Cubani. Je suis rentrée en disant oui, il a beaucoup plu. Je ne sais pas si elle m'a cru parce que toutes mes affaires étaient trempées. Non, dans un sac. Après, parfois il pleuvait beaucoup. Hein. C'est vrai. Je ne sais pas si cette année-là, mais. Mais là, franchement, à peu près le max de ma crise ado, c'était tombé dans une rivière. La rébellion. Mais bref, moi j'en garde un bon souvenir. C'est là où j'ai l'impression que j'ai vraiment compris que vous étiez en couple, tous les deux. Même si tu m'as dit que ça faisait plus longtemps, mais... ça faisait 1 an à ce moment-là, et puis on n'était pas très discrets. On se tenait tout le temps la main. Mais je pense que là, c'était un moment qu'on est plus en dehors de l'église, où on passait du temps ensemble. Oui, c'est vrai. Du coup, c'était plus en mode... Et pour moi, vous étiez vraiment, du coup, le couple du groupe Vieux Jeunes, quoi. Genre, voilà. C'était vous. Oui. Mais c'est vrai. Et en plus, après, on est devenu responsable groupe d'ados, donc c'est vrai que... Enfin... J'ai pas envie non plus de décrire ça comme si on était des stars. mais on était un peu... c'était un peu la référence de... c'est ça, le couple adolescent dans une église, mais qui font les trucs bien comme il faut, quoi. Ou pas. Enfin, je sais pas si j'avais cette vision-là, mais en tout cas qui est intégrée. Et j'avais un peu cette pression aussi. Pas hyper forte, mais ce sentiment de les gens pensent qu'on fait les choses bien. Donc il faut faire les choses bien. On est aussi nous-mêmes on voulait aussi nous-mêmes faire les choses bien. C'était pas... Mais en plus, le petit plus de... mais parce que je comprends, c'est ce que tu dis après avec le fait, même sans dire être des stars et tout, mais être un exemple de couple dans une église, un milieu qui met beaucoup de pression sur le couple, ce que doit être le couple et tout. Vous êtes le seul couple du groupe de jeunes et tout. Ça vous met forcément en exemple, quoi. Mais oui, mais... Je peux imaginer que pour des non-chrétiens, c'est complètement ridicule, quoi. Enfin, un couple d'ados est un exemple de rien du tout. Ne les suivez pas, c'est des ados. En plus, amoureux. Donc, Bon. Donc c'est ça mes souvenirs de Soul Survivor, et qu'après c'était un peu trop charismatique pour moi. Je voyais des gens être en mode en transe dans ce truc de louange, et que c'est la première fois que je me suis dit oh là, mais ils ont pas l'air si heureux que ça. C'est ce que je m'étais dit. Je m'étais dit, d'un côté, je pense en mode, un peu dommage de pas avoir ce qu'ils ont, en mode, peut-être que j'aimerais vivre les choses plus intensément. Et en même temps, j'avais pas l'impression de
de voir les gens être si épanouis que ça dans leur intensité. C'est ce que je me suis dit à ce moment-là dans cet événement-là. Ouais. Et puis c'est des événements énormes avec des milliers de jeunes, donc tu sais jamais trop ce qui se passe. Oui, moi je venais d'un milieu plus charismatique que l'église anglicane, et du coup, même si Soul Survivor c'était assez intense au niveau charismatique, pour moi c'était relativement normal aussi. Oui, et puis Soul Survivor pour toi c'était tous les étés, alors que moi c'était une fois dans ma vie. Quoi. Oui, donc arrive à l'année où t'es venu, moi j'avais l'habitude. Ok. Ouais. Du coup, ça continue comment pour toi après ce lycée, t'es en couple, du coup tu dis tu prends des responsabilités pour le groupe de jeunes. Oui, alors, et c'est drôle parce du fait qu'on parle de à quoi ressemblait le groupe de jeunes, c'est pas la seule raison, mais une des raisons que je voulais devenir responsable de groupe de jeunes, c'était pour ne pas être dans le culte avec les adultes tous les dimanches. Parce que je voulais pas écouter la prédication, c'était trop long et trop ennuyeux. Franchement, être là moi. pour la super louange et après partir et être que entre jeunes, c'est vraiment la meilleure chose. Et en plus, c'est un groupe de discussion, le groupe de jeunes, on se pose des questions, les gens... Ça, même maintenant, tu me vends ça, je suis preneuse. Et aussi, oui, parce que j'étais jeune et et j'ai vraiment adoré ça. Même si j'étais très jeune et du coup, t'es restée tout le temps ici du coup pour tes études et tout. Oui, je suis restée à Paris pour mes études, donc chez mes parents. Donc t'étais vraiment dans la continuité. T'es restée... Parce que moi du coup je suis partie faire mes études, donc je suis partie au moment où toi tu es arrivée en responsabilité de ce groupe. Et du coup j'ai plus de souvenirs, je pense, un peu d'avoir enseigné pas de sexe avant le mariage. On n'a pas touché à la question de l'homosexualité. Toutes les autres questions, sexualité, non. Oui. Et j'ai pas vraiment de souvenir d'avoir entendu des enseignements là-dessus. Donc toi, tu ne parles pas du tout d'homosexualité, mais par contre, quand tu es en responsabilité... Et il n'y a pas de jeunes qui m'ont posé la question aussi. Parce que ça, c'est la question de comment on répond. Je sais pas comment j'aurais répondu à l'époque. Pas très bien, ça c'est sûr. Donc un truc d'éviter, mais par contre dans ton couple star, vous parlez de l'abstinence avant le mariage. Je te rassure, on n'en parlait pas en mode alors nous, non, on parlait pas de nous. Mais voilà, on évoquait, on a dû faire une soirée thématique amour, sexe, voilà. Oui, ce dont tu te rappelles plus toi-même dans ta jeunesse, mais là pas vraiment, tu as participer à l'organiser. Enfin, tu te rappelles J'ai un souvenir d'un enseignement que j'ai reçu à Soul Survivor où ils ont utilisé l'analogie du sexe comme un gâteau dans le frigo. Ok. Que t'es pas censé manger parce que t'es censé le manger plus tard. Ce qui fait pas beaucoup de sens en soi, non Parce que c'est pour l'anniversaire, je sais pas quoi. Il y a un événement, faut voilà, pour l'événement. Je sais pas. Mais bon, c'est tentant, donc tu lâches un peu et puis... Une fois que tu as commencé à mettre le doigt. Et la conclusion, c'était n'ouvre pas la porte du frigo. Donc, voilà. Bon, bref. Bon, du coup, il faut starve. Il faut pas se nourrir jusqu'à l'anniversaire. Comment tu fais pour manger le reste des aliments à l'époque, je te dis, ça se défend. Écoute, voilà. Bon, maintenant, je me suis plus posé de questions. Mais bref. Oui, et j'avais aussi des ados dans le groupe qui questionnaient vraiment ce... T'es sûr qu'on n'a pas le droit de coucher avant le mariage Oui, parce que je trouvais et on a eu des débats. Oui, parce que je trouvais qu'il y avait quand même une certaine... Alors bon, même si du coup j'étais cette personne faussement timide parce que je parlais pas beaucoup, mais qu'il y avait quand même une certaine liberté de parole dans ce groupe de jeunes où on pouvait vraiment discuter des choses et en parler, j'imagine, dans des limites structurelles et des choses on se rend même pas compte qu'on pourrait en débattre. Enfin, je veux dire, tout existe dans son dans son environnement, mais que quand même il y avait vraiment cette possibilité de discussion, donc c'est quelque chose que on a le droit de pas être d'accord avec les responsables aussi. Donc là, c'est quelque chose qui a été continué où il y a des gens qui te sont vraiment interrogés, questionnés. Ok. Et cette soirée, elle ressemblait à quoi, cette soirée couple, mariage c'était un sleepover. Je sais pas si tu as déjà fait les sleepovers. Oui, j'en avais fait. Et du coup, on jouait à des jeux, on mangeait des pizzas, on jouait à des jeux, et puis il y avait une partie enseignement, discussion, Et je me souviens un débat avec une ado qui avait pas peur. Et c'est bien. Voilà.
Et j'ai un souvenir d'une autre soirée, mais je pense quelques années plus tard, et je me demande si j'étais pas fiancée à ce moment-là. Ok. Et c'était drôle parce que du coup, il y avait aussi cette possibilité qu'il pouvait poser des questions, mais bon, personne n'ose vraiment, même si tu as le droit de les écrire sur une... Enfin, voilà. Et puis, ils n'ont pas forcément de questions. Mais, et c'était aussi intéressant d'un point de vue... Enfin, je sais pas si c'était intéressant pour les ados, mais c'était intéressant pour moi, genre quelqu'un qui allait se marier, d'entendre un peu des questions sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire, à pas faire dans le mariage. Même si j'ai rien appris on m'a pas dit, alors on m'a pas donné de liste. Ouais. Mais justement, je pense que un des responsables qui a répondu a un peu dit, un peu tout est permis, quoi. Enfin. Je pense qu'il a dit plus que ça. Mais il y avait cette idée. Ok. Donc, on était sur un positionnement théologique de il faut attendre le mariage, mais par contre, après le mariage, ça peut être vraiment un truc de plaisir et d'exploration. À vous de voir aussi. Ok. Oui. Ah ouais, à vous de décider. Oui, quoi. oui. Ouais. En tout cas, ça peut. Ouais. Vous n'êtes pas obligé d'en faire. De faire tout ce qui est possible de faire, mais vous avez la possibilité de faire plus que des trucs ultra, j'en sais rien, que la base, quoi. Et autour du moment où on s'est mariés, je pense que je me suis rendu compte que clairement les enseignements sur le sexe qu'on avait eus, c'était ne couche pas avant le mariage. Oui. Et voilà. Et le sexe, c'est magnifique, c'est un don de Dieu. Oui, et du coup, ça va juste tomber dessus. Et le sexe, c'est pas juste physique, c'est quelque chose de spirituel, ce qui... Bon, c'est peut-être un peu fort, ce qui ne veut rien dire. Enfin, ou peut-être que ça veut dire ça peut plein de choses. Ça peut vouloir dire plein de choses. Plein de choses peuvent être vues comme spirituelles. Enfin, c'est un peu large. Quoi. Oui. Et est-ce que ça veut dire que tu es censé ressentir quelque chose de spirituel ? Oui. D'être connecté, il y a des gens qui disent ça que genre en mode, en gros, tu fais plus ou moins. Ils disent pas tu fais un plan à 3 avec Dieu. Ils disent en mode Dieu est tout le temps dans le lit. Voilà, un peu en mode Dieu est tout le temps là. Où il y a je sais plus le terme, mais que tu crées une liaison spirituelle avec la personne, genre des attaches. Ah oui. Ça, je pense que j'en ai peut-être entendu parler, mais on ne me l'a pas. Ah oui, j'avais vu aussi ce truc en mode, du coup, Dieu et les deux personnes, ça refait la Trinité. La relation trinitaire se retrouve. On sait, les gens du podcast savent que je ne suis pas d'accord avec ces enseignements. Je ne veux pas être trop moqueuse. Mais... Oui, mais du coup, moi, ça me fait juste penser, du coup, est-ce que la Trinité, c'est un plan à 3 ? Oui. Bah oui. Du coup, je pense que tout ça est en faveur du polyamour, en fait. Voilà. On a déjà une relation polyamoureuse avec 2 trouples. Bon, voilà. Revenons à nos moutons. Donc, déjà, je voulais te demander, donc vous vous mariez quand ? Et est-ce qu'avant, alors tu me réponds pas, mais vous êtes l'exemple que vous avez envie d'être ? Parce que finalement, quand on creuse... Alors, on s'est mariés en 2016, après presque 5 ans en couple. Ce qui est beaucoup. Pour un couple chrétien. Mais vous vous êtes mis un peu jeunes ensemble. Oui, donc on s'est malgré le fait qu'on était ensemble depuis 5 ans, on s'est mariés jeunes. Oui. Je ne sais pas si on aurait vraiment pu, d'un point de vue pratique, se marier plus jeune. Oui, tu avais genre 20 ans. J'avais 22 ans. Ouais. Et lui, il en avait 21. Tout juste. Ouais. Voilà, ce qui a bien marché pour nous. Je ne le recommanderais pas forcément, mais je dirais pas non plus que c'est forcément une mauvaise idée. Bon, bref, chacun fait un peu comme il veut. Et non, on n'a pas été le couple qu'on aurait aimé ne pas être. Me répondre. Je sais jamais, parce que il y a aussi un côté où j'ai pas envie de raconter ça, parce que les gens n'ont pas envie de l'entendre. Non, on n'a pas été le couple peut-être qu'on aurait aimé être. On n'a pas suivi à la lettre ce qu'on avait prévu de suivre. On a eu plein de... Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tellement plus difficile que ce que je ne pensais. Avant ça, le sexe, c'était de la pure théorie, quoi. C'était un truc... apparemment, les gens ont envie de le faire, voilà. Moi, j'avais aucun désir de le faire avant, donc voilà. Et avec la relation amoureuse, le couple, tout ça, voilà, c'est venu naturellement. Et j'avais pas... Je pensais pas que ces désirs étaient mauvais.
mais je savais que j'étais pas... Enfin, j'étais censée un peu attendre. C'était la bonne personne, mais... Pas que le désir était censé attendre, mais que les actes qu'il fallait... qu'on était censé poser des limites, donc on posait des limites. Mais bon, on trouvait toujours des moyens de contourner les limites. Ce qui a été difficile, puisque ça vient avec de la culpabilité, un peu de honte quand même. Je pense que c'est une des... pas une des premières fois où j'ai vécu de la honte. N'importe quoi. Mais c'est une des expériences de honte un peu forte que j'ai ressentie. Ça facilite pas les choses dans le couple de vivre ça. On était jeunes, pas très matures, pas particulièrement immatures, mais voilà. Et du coup, il y a des choses où je me dis, pas très futé, pas très intelligent, on aurait peut-être pu faire mieux, avec énormément de douceur et de... voilà. Et en même temps, ça nous a aidés dans le long terme. Parce que quand on s'est mariés, on n'est pas passé de rien de 0 à 100. Il y a une progressivité. Ouais. Et ça, on n'en parle pas. Oui. Alors que, et pas tout le monde, mais beaucoup de personnes qui n'ont pas ces règles le vivent naturellement. Ou c'est ce que je leur souhaite. Parce que je suis sûre qu'il y a aussi des personnes qui passent de 0 à 100 avant le mariage. Et il y a des chances que ce soit pas ouf. Alors que le fait de progresser un peu naturellement, c'est souvent ce qui se passe, j'ai l'impression, pour beaucoup de gens. Enfin, je leur souhaite. Mais du coup, et ce que je souhaite aussi aux couples chrétiens, quel que soit le moment où ils commencent et là où ils s'arrêtent, quoi. Que ce soit qu'ils soient hyper sages et qui commencent ça uniquement quand ils sont mariés, qu'ils prennent leur temps, quoi. Pas s'ils n'ont pas envie, mais bon. Voilà. Oui, qu'il y ait que cette progressivité existe à un moment ou à un autre, quoi. Ouais. Et de pas se dire là c'est bon, c'est la bénédiction, c'est le jackpot, Dieu est là 100%, hop. Dieu est là à 100%, il est présent avec nous. Voilà, et du coup ça va forcément être la bénédiction pour nous récompenser d'avoir été des bons chrétiens, ce qui crée pas mal de... Et ce qui paraît, un enseignement que j'ai entendu, je sais que beaucoup de gens l'ont entendu, pour moi, il n'y avait jamais si tu es sage, tu auras une vie sexuelle épanouie. Incroyable. Non, ça, personne ne me l'avait vendu. Ou j'ai pas souvenir d'être rentrée dans le mariage avec cette croyance-là, ni d'être rentrée avec le mariage avec la croyance on s'est mis en difficulté parce qu'on n'a pas été assez sage. Ok. Donc c'était plutôt par rapport aux autres, et j'imagine, du coup, toutes ces années de fiançailles, tu étais responsable, du coup, de ce groupe. Ouais. Donc, avec potentiellement une petite ambivalence même si du coup, tu n'as pas fait ces enseignements 50 000 fois, mais entre le discours et les actions et plus, par rapport à l'Église. Pas dans le discours, mais plus dans les gens pensent qu'on est comme ça et que ce n'est pas totalement la vérité. Ouais. Et ce serait bizarre d'aller leur raconter que ce n'est pas le cas. Et en même temps... Mais je n'ai pas envie non plus que les gens pensent... c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de quand on prend des gens en exemple et qu'on a l'impression que c'est juste des super-héros pour qui tout est facile et tout, du coup on peut se construire avec l'idée que ça va aussi être facile pour soi ou que c'est quelque chose d'atteignable. Et du coup je pense que dans ces enseignements sur la pureté, il y a beaucoup de ça, gens qui prêchent des choses où tu as l'impression qu'eux ils sont vraiment à 100%, ils suivent les règles et que pour eux c'est aucun problème et que Dieu est là, voilà, Dieu est là. Et qu'en fait toi tu dis mais pourquoi moi je réussis pas à le faire moi-même. Et 10 ans plus tard, tu parles à tous tes copains comme tes potes mariés et t'es genre, il y en a combien qui ont réussi? Il y en a. Parce que tu as 10 ans de mariage. Cet été. Ouais. Oui, et tu te rends compte que la plupart des gens... Et il y avait eu une ado dans le groupe qui avait partagé une fois à quel point c'était difficile. Et à ce moment-là, je lui avais dit, nous, sans rentrer dans les détails, non, c'est pas facile et personne n'est parfait. Donc tu lui avais dit un peu en mode bilatéral, en mode 101, la personne est venue te parler, et là, t'as pas été là en mode, nous, il n'y a pas de problème, genre vraiment, toi, t'es tellement une loser que ça soit compliqué. Genre t'es pas, pas la seule, c'est normal. Ok, donc la suite, tu es mariée.
Ouais. Tu es et l'église, la foi, le mariage, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on s'est mariés dans l'église anglicane. Okay. Ta maman a joué au piano. Ah ouais, ah oui, c'est vrai. Je me rappelle effectivement qu'elle m'a dit ça. C'était très chouette. On s'est sentis très aimés par cette communauté. Et puis on est dans partis. laquelle vous étiez depuis super longtemps. Bah oui, ça, encore plus mon mari que moi. Il a grandi dans cette église. Ouais. Ça, je trouve ça trop chouette. J'ai vécu une fois un mariage chrétien. J'ai vécu 2 mariages chrétiens où il y avait, mais un où vraiment toute l'église, les gens qui la faisaient, en plus protestants, t'as vraiment la possibilité de... ça peut être tes potes qui font la musique ou des gens que tu connais, quasi même tes potes qui font la prédication. Enfin, il y a vraiment ce côté où tu peux hyper le rendre personnalisé et avec des gens proches de toi. Et que j'avais vu cette copine qui se mariait avec tous ses amis dans un truc qui avait été ultra réfléchi. Et j'étais en mode, ouais, mais c'est tellement chaleureux, c'est tellement beau quand tu vis vraiment ce mariage en communauté. Choisi avec des gens vraiment que tu connais depuis longtemps. Enfin. Ouais. Et pour nous, c'était beaucoup de personnes, soit c'était des ados qui étaient dans le groupe d'ados, donc pas des amis, on était copains avec eux, mais bon, voilà, il y avait quand même un peu cette distance. Et du coup, pas mal de gens plus âgés. Qui vous ont vu grandir. Oui, voilà, ouais. Donc, pas forcément des amis, pas qu'on n'avait pas d'amis au mariage, mais dans l'église, en tout cas. Mais c'était super... on s'est sentis très aimés, très soutenus, c'était très beau. Mais on n'est pas restés. Parce qu'on a déménagé, parce qu'on voulait une église avec plus de gens de notre âge, tout ça. Et du coup, oui, on a atterri... dans des églises évangéliques charismatiques, j'allais dire classiques, mais il n'y a rien de classique chez les évangéliques charismatiques. Pour moi, dans des églises un peu normales, mais... toi, c'était plus, tu revenais à ton enfance, quoi. Par contre, pour ton mari... c'était plus... Mais comme il avait fait Soul Survivor, voilà, c'est ça. C'est que comme il y a plein de gens de notre église qui sont quand même allés vers de l'évangélique après, parce qu'on avait ce petit zeste évangélique dans les louanges et tout, dans plein de choses, parce que les ados allaient à Soul Survivor. Enfin, c'était quand même assez perméable comme monde, quoi, même si c'était un cran au-dessus d'aller chez des évangéliques charismatiques. Voilà. Dans des églises qui n'autorisent pas les femmes à être pasteurs. Oui. Ah oui. Qui est un... Ah, je savais même pas. Ça dépend des églises, mais pas chez nous, pour l'instant. J'essaye d'influencer les choses dans le micro. De faire croire qu'il y a un grand plan d'action souterrain. Secret. Oui, ce qui est souvent un grand débat pour moi. Je pense pendant ces années-là, ou peut-être un peu avant, pendant mes études aussi un peu, j'ai rencontré plus de personnes gays. Alors que au lycée... Là, on était à Versailles. Personne ne le disait. Personne n'était out, voilà. Même si bon... Je savais que ça existait, voilà. On l'a eu. Moi, je l'ai eu dans mon lycée où c'est juste les gens n'étaient pas out au lycée et dès qu'on est arrivé à l'université, on a compris toutes les personnes qui n'étaient pas hétéros dans notre lycée parce que tout le monde s'est senti le droit de sortir avec des personnes qui ne s'étaient pas du tout permis pendant le lycée, quoi. Mais bon, quand même, c'est un peu différent maintenant. 78, Versailles alentour. Enfin, on était quand même aussi dans un contexte particulier. Manif pour tous. Enfin... Ouais, alors moi j'étais pas au lycée. Oui, on n'était pas dans le même lycée. Ouais, mais... et j'étais. Ouais, c'est un peu moins. Il y avait moins ce côté versaillais quand même, section internationale, tout ça. Mais oui, mais bon, mais c'était pas. Ouais. Donc université, ça te, enfin en tout cas après le lycée, ça t'ouvre un peu des horizons à des nouvelles personnes. Et ça devient un peu plus concret. C'était pas des personnes chrétiennes, donc. C'était pas des questions pour eux, et tant mieux. Mais ouais, je sentais que j'étais de plus en plus confrontée à la question. Je découvrais encore de plus en plus le féminisme, les questions de genre. Et mine de rien, même si c'est des questions séparées et différentes, quand tu commences à remettre en question certaines interprétations bibliques sur les femmes, faut un peu faire l'autruche pour ne pas faire pareil. Mais ça aurait été facile pour moi de ne pas faire pareil parce que je suis hétéro, donc voilà.
Mais voilà, j'ai commencé à me poser de plus en plus de questions. Et j'ai un souvenir très précis. J'étais à une soirée de prière pour les élections présidentielles en 2017. D'accord. Oui, ça devait être 2017. Et on échangeait avant de prier, je pense, sur tu votes pour qui ou t'as voté pour qui, parce que je pense que c'était entre les deux tours. Le Macron est évoqué parce que c'était un des candidats. Et je pense que oui, il fallait choisir si on votait ou non pour Macron au deuxième tour. Et quelqu'un a dit ah oui, il va autoriser la PMA pour les femmes, en couple. Ouais. Que Macron serait gay secrètement, la fameuse voilà. Ce que j'ai un peu timidement dit, je pense pas. Puis on s'en fiche un peu, voilà. Et j'ai dit un peu plus clairement. Tu vas entendre que c'est pas. J'ai dit, je ne suis pas sûre que je crois que l'homosexualité soit un péché. Ah, oui. Force mais c'est bien, quel allié exceptionnel. C'est un début. C'est un début. Tu le questionnes. Voilà. Donc pour moi un grand pas. Non mais oui, non, assez mais vulnérable. Même, on est en mode dans des courants évangéliques charismatiques. Oui. Toi-même, tu as été tout ce temps. En fait, c'est que les rails t'ont quand même plus ou moins bien convenu. Toi, tu as trouvé quelqu'un avec qui tu t'es bien entendu, ça a bien marché et tout, donc tu as mis du temps à questionner et c'est vrai que c'est dur de remettre en question des choses et tout d'un coup dire je sais pas, peut-être que toutes les années d'avant ça me posait pas problème et tout d'un coup je suis en mode mais peut-être que ou en tout cas je n'y avais pas pensé ou je savais pas l'exprimer et de commencer à prendre position dessus en première étape quoi. Oui, j'appellerais pas ça une prise de position, mais ça a été perçu comme tel. Oui, non mais parce qu'en fait je connais le ah oui et pour les autres. Moi je m'y attendais pas tellement, mais j'ai eu une réaction. On m'a demandé si j'étais chrétienne. Alors que j'étais à une réunion de prière. Oui. Pas un culte du dimanche où... T'étais pas arrivée par hasard. Il n'y a pas de non-chrétiens qui débarquent à des réunions de prière. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas ou que ça n'arrive jamais, mais bon, voilà. On m'a demandé quel âge j'avais aussi et est-ce que j'étais mariée. D'accord. Et est-ce que la personne qui était à côté de moi était mon mari? Non, c'était un autre gars. Et quelqu'un m'a vraiment questionné en gros sur si tu crois ça, qu'est-ce que tu fais là? Ok. Alors que j'avais déposer ça. Un tout petit truc. Pour moi, ça me fait rire parce que je trouve que c'est très miroir avec toi en 6e qui dit de manière ingénue, même s'il y a plus de, il y a un côté plus ingénieux en 6e que là parce que tu savais un peu plus, mais dans le même truc de, tu dis juste quelque chose et tu t'attends pas à la force des réactions qu'il va y avoir en face et que c'est en le disant que tu te rends compte, ah oui, là c'est vraiment, c'est vraiment véhément. La réaction en face, quoi. Oui, et je pense en partie que je m'attendais pas à avoir une réaction aussi forte parce que plein d'autres gens dans mon entourage n'auraient pas eu une réaction aussi forte. Je l'ai raconté après cette histoire à d'autres gens dans mon église, un peu dans mon cercle plus rapproché. Je pense un peu pour me rassurer. Et les gens ont dit on n'aurait pas dû te dire ça. Et des gens, très impliqués dans l'église, voilà, pas des personnes un peu progressiste externe pas moi la meuf bizarre qui était tout le temps dedans et dehors où les gens étaient là en mode c'est peut-être pas moi qui vais dire si tu fais partie vraiment de la communauté ou pas quoi. Oui, même si c'est important aussi d'avoir des gens comme ça. Non mais en fait je comprends ce truc de se dire en fait est-ce que je me suis complètement fourvoyée même sur mes proches et d'être là en mode est-ce que vraiment même cette opinion à ce niveau-là c'est genre quelque chose qui m'exclut complètement de tout quoi. Donc, oui, et c'est vrai que je me suis rendu compte, ça choque les gens et ça m'a fait peur aussi d'en reparler. Et puis on a plein d'excuses pour, un peu comme ce que tu disais, on n'en parle pas trop, voilà. Mais parce que j'ai peur d'être aussi confrontée ou qu'on me balance des arguments que je puisse pas vraiment y répondre, voilà. Mais et j'ai conscience que j'ai des perspectives relativement progressistes sur la sexualité, même si j'ai maintenu
ce qui est maintenant une question assez théorique pour moi, mais le fait que le sexe dans le mariage, c'est un vrai sens. Je pense que j'ai quand même maintenu ça dans mes croyances. Voilà, sur toutes les autres questions, les choses ont beaucoup évolué. Et c'est pas le cas de mon entourage chrétien. Est-ce que tu as d'autres moments un peu saillants sur ces sujets entre cette période et maintenant? Sinon, on arrive à aujourd'hui. Comme j'avais dit un peu avant, ce sentiment de... Ah, on nous a un peu rien dit sur la sexualité. Oui. On doit quand même un peu tout apprendre là maintenant. Oui, mais j'avais quand même un bagage théorique les vidéos pas YouTube. Ouais, des vidéos YouTube. Je sais pas exactement ce que ça m'a appris, mais bon, j'avais pas mal une culture. Et puis une curiosité. Enfin... Oui, c'est vrai, c'est important ça aussi. Le consentement, le plaisir. D'autres choses aussi, je pense, sur les différentes choses qu'on peut vouloir faire ou pas. Donc j'étais pas non plus hyper naïve et innocente, mais je me suis rendu compte que oui, d'un point de vue de mon église, de l'église, on m'avait pas dit grand-chose. J'avais pas non plus, du coup, eu des enseignements toxiques. Et ça, j'ai plus découvert en lisant des choses, en me disant ah oui, et en entendant aussi des témoignages de gens qui sont arrivés dans le mariage et ça a été un peu une catastrophe, ce qui n'a pas été mon cas, et de me dire ah oui, parfois ça se passe mal, pourquoi j'ai pas mal un peu creusé la question où j'ai cherché et j'ai trouvé notamment un blog qui a aussi un podcast d'une Canadienne en anglais du coup. Qui s'appelle maintenant Bare Marriage. Elle s'appelle Sheila Grégoire. Qui parle du sexe principalement dans le contexte du mariage hétérosexuel, voilà. Et qui a fait tout un travail de... Elle a lu tous les livres un peu chrétiens sur le mariage, qui ont beaucoup de succès, principalement aux États-Unis, mais pas que. Et elle a fait une étude sur les croyances que partagent ces livres, quel impact ça a sur la vie des gens et le mariage des gens et la vie amoureuse et sexuelle des gens. Et c'est pas ouf. Ouais. Voilà. Et ça a mis des mots sur des choses pas forcément auxquelles je croyais pleinement, mais qu'il y avait des... Et celui, pour moi, le plus fort, c'est... elle appelle ça « the obligation sex message ». Et c'est l'idée de... tu dois du sexe à ton mari. C'est assez genré dans l'ensemble. Oui. Vous devez mutuellement... Mais bon, quand même, les hommes, nanana, ils en ont besoin. Oui, c'est ça. Et pareil, je pense pas qu'on m'a véhiculé ce message. Mais bon, quand même, cette idée... y a cette idée dans notre société. Oui. Il en a besoin. C'est pas juste chrétien, cette idée du couple et l'homme qui a besoin de la sexualité. La sexualité, c'est le ciment du couple et qu'il faut que ça arrive souvent et qu'il faut faire plaisir à son partenaire masculin. Enfin, tout ça, c'est des fois amplifié dans un discours chrétien sur certaines choses ou sur la place qu'a la sexualité dans le couple, dans le mariage et tout. Mais en réalité, c'est des choses qui se retrouvent partout et qui sont des expériences que font aussi des couples pas chrétiens, quoi. Oui. Et peut-être la dimension un peu chrétienne, mais qui, pareil, on pourrait peut-être vivre d'une autre manière sans être croyant, c'est le signe de l'amour, c'est le sacrifice. C'est Jésus sur la croix. Ouais. Et j'ai un peu lutté avec ça, mais principalement parce que je le vivais pas comme ça. Genre, je sacrifie rien du tout, c'est génial. Je passe un très bon moment et je suis heureuse. Je suis juste heureuse dans mon couple. Je dis pas qu'on se dispute jamais, que c'est jamais difficile, mais bon, un sacrifice, je me fais pas crucifier. Oui. Non, mais oui. C'est trop fort comme exemple. Non, mais en fait, oui, mais cette idée de si tu l'aimais vraiment, tu aurais des choses auxquelles tu devrais renoncer et ce serait difficile. Donc, si c'est pas un peu difficile, t'es pas vraiment dans l'amour et le sacrifice. Enfin, Et pareil, un peu cette question sur la sexualité de...
on n'est pas censé être égoïste. Parce que c'est péché, c'est mal. On est censé être généreux et penser à l'autre. Mais bon, je ne suis pas sexologue, mais c'est bien de penser. Enfin, c'est important de penser à soi. Oui. Il faut être conscient de ce que tu ressens, si c'est bien ou pas. Sinon, tu vas pas passer un bon moment. Ça suffit pas que l'autre personne pense à toi. Il faut aussi que toi, tu penses à toi. Et puis, quand on est des femmes qui sommes, pour le coup, sociétalement genrées à être dans le soin de l'autre et être vers l'autre et tout, ben, ça peut vite créer une grande asymétrie parce que du coup, il faudrait que peut-être plus penser à soi, enfin un peu réinverser un peu faut rééquilibrer la balance, parce que c'est souvent déjà, ça amplifie le côté chrétien, culpabilité, générosité, des choses qui sont aussi, j'ai l'impression des enjeux genrés pour les femmes par ailleurs, quoi. Enfin, en tout cas, ça peut, quoi. En tout cas, ça a été mon expérience aussi, quoi. Oui. Et j'avais aussi en tête, pareil, sans forcément que j'ai eu un gros enseignement dessus, le passage dans 1 Corinthiens... C'est fameux. Ne vous privez pas l'un l'autre. Enfin, je connais pas, je peux pas le réciter comme ça, encore moins en français. Que ton corps, du coup, appartient à l'autre et que, juste comme ça, en le lisant, c'est facile d'interpréter ça comme t'as pas le droit de dire non. Oui, en fait, une sorte de... C'est pas vraiment ça que ça dit. Une disponibilité des corps. Il y a un peu l'idée en mode, si on est une seule chair, si on est un tout ensemble qui est l'image la plus belle, en plus avec l'idée du couple qui est genre la plus belle image de Dieu sur terre, et on est un peu, en plus il y a un truc aussi avec l'église de dire on est tous une partie d'un même corps et tout, enfin un peu cette idée de t'es reparti dans le polyamour, on est tous un même corps, donc voilà, après tout donc le polyamour, voilà. Tout fait sens. Voilà, je vais faire un essai prosélyte où j'ai expliqué pourquoi tout parle de polyamour. Bon, mais voilà, en fait je pense que toutes ces idées de disponibilité, elles entrent aussi là-dedans de on est dans le partage, tu vois, c'est chrétien et on est toujours disponible à l'autre et l'autre est disponible à nous, et du coup pourquoi on dirait non si on est, tu vois, genre en mode... Oui, mais l'idée de partage, au moins, c'est réciproque, et on partage quelque chose ensemble. C'est pas juste, moi, je te dois ça, et toi, tu me dois ça. Oui. Et c'était pas des choses... J'avais pas pleinement incorporé cette idée que je devais... c'était pas des messages forts que j'avais reçus, ni des messages auxquels je croyais, mais c'était un peu ambiant, un peu là, et l'idée du sacrifice, genre, j'ai pas l'impression de... Moi, j'ai l'impression que ça se passe bien, mais j'ai pas l'impression de vivre les choses... Il y avait un peu une dissonance un peu intellectuelle là-dessus. Et ce blog et un peu tout le travail qu'elle a fait là-dessus m'a permis de mettre déjà des mots sur les messages qu'on recevait explicitement ou implicitement, et de les déconstruire totalement. Et du coup, je pense que... Mais je me suis posé la question, je pense, en réfléchissant au fait qu'on allait faire ce podcast, de... est-ce que ma foi et mes croyances impactent ma façon de vivre ma sexualité ou pas? Et je pense que pour moi, je dirais oui, mais ça ne veut pas dire que ça ressemble à quelque chose de différent à ce que font les... Enfin, je ne sais pas ce que font les autres, mais à un autre couple, un autre couple monogame, engagé sur le long terme, voilà, depuis longtemps, et qui a une sexualité, quoi. Voilà, alors que quand j'étais ado, clairement, les choses c'était très différent. Et je pense qu'on aime bien, en tant que chrétien, penser qu'on fait les choses différemment du monde. Et c'est peut-être pour ça qu'on parle autant du fait de pas coucher avant le mariage, parce qu'une fois qu'on est marié, est-ce que c'est vraiment différent? En tant que chrétien, on essaye de ressembler à Jésus, et du coup, d'être aimant envers l'autre, toutes ces valeurs-là. Oui, de ne pas objectifier l'autre, de le voir comme sujet, de s'aimer les uns les autres. Oui, s'aimer les uns les autres, tout simplement. Bien sûr, ça aussi, ça se pratique dans la sexualité. Oui. Mais bon, par ailleurs, quoi. Oui, je souhaite ça pour tout le monde. Et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais pas pour tous les chrétiens non plus, malheureusement. Donc, oui. Ouais.
Ouais. C'est intéressant. Il y a plein de choses à faire sur ce sujet. Et je te remercie parce que, en fait, du coup, j'ai pas beaucoup de témoignages hétéros. Je l'ai dit dans Hérétique. Et je le répète, On si n'est ça pas crée assez nombreux, des vocations, pas assez représentés. Oui, c'est ça. Vous êtes vraiment pas assez représentés. Mais c'est parce que, du coup, je pense, c'est ce que j'ai dit dans Hérétique et je le répète, que en fait, on a plus à perdre, entre guillemets, même si là, ce témoignage est anonyme et tout, mais qu'en fait, quand on peut faire rester plus dans la communauté, enfin, quand on est déjà ostracisé, des fois, après, ça permet de vraiment témoigner. Alors que si on peut encore rester dans la communauté, c'est plus facile d'en faire un peu de sujets hermétiques où on est là, non, mais on va pas aller remuer ça. Voilà, ces deux choses se passent un peu à côté et comme ça, on peut toujours rester... bien à sa place. Et du coup, je suis contente d'avoir des témoignages à ce sujet parce que, évidemment, j'interviewerai plein de personnes queer, plein de personnes bi parce que je suis bi et que j'ai envie qu'il y ait plein de personnes bi et d'autres personnes queer. Mais je suis contente aussi d'interviewer des personnes hétéros et mariées et aussi de ne pas avoir, parce qu'on en a parlé avant, ce côté en mode... c'est pas forcément, enfin déjà mon podcast n'est pas sensationnaliste et j'ai pas envie qu'il le soit, mais en mode il faut pas avoir un témoignage qui soit ultra différent ou ultra marginal parce que ce sujet il nous concerne tous et dès qu'on commence à le questionner, en fait on arrive déjà un peu dans un terrain un peu vierge en France de avec qui on en parle et avec qui on le questionne et avec qui on se pose les questions quoi. Donc voilà. Oui, mais je pense que beaucoup de personnes hétérosexuelles mariées peut-être se sont aussi moins posé la question, ont eu à moins se poser la question. Ça c'est sûr. De toute manière, c'est les marges qui se posent le plus les questions. Et c'est pour ça que c'est intéressant de réfléchir. Enfin, moi, j'y crois beaucoup à partir des marges parce qu'elles se posent des questions que la majorité se pose pas, mais dont la majorité pourrait être intéressée des réponses ou des questionnements. Donc, Mais du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose sur ces sujets-là qui est particulièrement vivant en toi, qui te fait réfléchir, émerveille, travaille, sur la foi, l'amour, la sexualité ? Je pense un peu cette question de comment partager... j'espère humblement ce que mes ressources et mes connaissances sur le sujet et comment peut-être inciter les autres s'ils en ont besoin, s'ils ont des difficultés à se tourner vers des ressources qui sont dignes de confiance. Un de mes petits rêves, ce serait qu'il y ait des traductions de certains livres en français. Qui sont pas en anglais pour l'instant. Ouais. Et peut-être qu'il faut juste écrire que des Français écrivent des francophones écrivent des livres, mais il y a des choses bien en anglais, que ce soit traduit et plus facile à diffuser, notamment sur les questions un peu de sexualité. Écoutez, si un mécène nous écoute, j'ai l'impression que je dis ça tout le temps en ce moment, je rêverais de créer une maison d'édition chrétienne progressiste pour traduire des livres pas traduits et du coup permettre la création. C'est hyper difficile et je vois des gens qui ont du mal à faire publier des livres dans cette niche parce que quand on rentre ni dans la chrétienté un peu plus entre guillemets traditionnelle, même s'il y a des choses qui sont éditées qui sont quand même qui traitent de plein de questions et qui sont progressistes et tout, mais ces questions sont particulièrement sensibles ou dans la presse féministe, enfin la presse, l'édition féministe ou grand public, ces questions elles sont quand même hyper niches et du coup j'ai l'impression qu'il n'y a pas la bonne maison le d'édition. jour où je décide que j'ai envie de monter ça, on s'en parle. Voilà, mais bon, ça serait bien si des fortunes protestantes, catholiques, progressistes avaient envie de mécéner ça. Comme ça, on peut me faire ça. Voilà. Et donc, je vais finir parce que je ne posais plus la question et on s'en est plein, c'est vrai. J'ai déjà un peu répondu moi-même, mais pour finir, est-ce que tu peux dire un truc que ça t'a apporté ou à quoi ça t'a fait réfléchir cette discussion qu'on vient d'avoir ensemble, avec quoi tu repars, enfin, tu penses à quelque chose? Je pense juste le fait que j'aime bien en parler. C'était très agréable d'en parler avec toi, c'était très facile. Oui, que j'aime bien en parler et que c'est chouette d'en parler. Merci beaucoup. Merci à toi.